Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette table ronde. Donc, en guise d'introduction, quelques mots sur l'association phare, si certaines et certains d'entre vous ne la connaissent pas encore. Donc, phare a été cofondée par Catherine, Eva, Anouk, Clémence, Camille et moi-même. Et l'association retrace, documente et valorise des archives pour faire connaître l'histoire collective de groupes d'artistes femmes actifs de la fin du 19e siècle à la fin du 20e siècle. Donc, dans le cadre de notre résidence à l'INHA, qui a débuté en janvier dans le cadre de la bourse INHA Lab, nous organisons des expositions mensuelles en ligne et in situ en salle Labrousse dans la bibliothèque de l'INHA. Actuellement, vous pouvez découvrir une petite exposition consacrée aux espaces alternatifs féministes actifs dans les années 70 à Paris. Et nous mettons également en place une série d'ateliers pratico-pratiques, de projections et de tables rondes afin de diffuser nos sujets de recherche à un large public et créer un réseau féministe de chercheuses et de travailleuses du monde de l'art. Pour cette table ronde de ce soir, nous remercions les équipes de l'INHA, donc notamment Mathilde, Zélie et Sophie, de nous permettre d'organiser donc cet événement intitulé Réseau et création contemporaine. Et nous sommes ravis de recevoir dans ce cadre l'artiste Lily Reynaud-Dewar. Mais avant de présenter notre invité, nous souhaitions avec Camille nous situer rapidement et nous présenter. Donc pour ma part, je m'appelle Franny Tachon. Je mène des recherches au croisement entre histoire de l'art contemporain, muséologie et études de genre. Et mes travaux portent plus particulièrement sur les pratiques curatoriales et critiques des collectifs des années 70 actifs à Paris. Et je travaille parallèlement depuis plusieurs années à la Biennale d'art contemporain de Lyon au sein de l'équipe artistique. Et j'accompagne cette année la commissaire d'exposition Alexia Fabre dans une édition consacrée au sujet des relations humaines pour la programmation de la manifestation, l'écriture des contenus et l'édition du catalogue. Et je passe maintenant la parole à Camille pour qu'elle puisse se présenter à son tour. Merci beaucoup. Entre deux modifications de dernière minute de l'affichage du PowerPoint, sinon ce ne serait pas drôle. Donc oui, moi je m'appelle Camille Philippon, je suis doctorante en histoire de l'art à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je suis financée par la bourse de recherche du musée d'Orsay, enfin des Amis pour le rayonnement du musée d'Orsay de l'Orangerie pour mes recherches qui portent sur la critique d'art de Louis Vaucel entre 1898 et 1914 et qui incluent des réflexions sur la critique d'art et le genre à cette période. Des réflexions que j'avais commencées depuis mon Master 2, donc qui portaient sur la critique d'art de Louis Vaucel, seulement consacrée aux femmes artistes et aussi pour la question de la catégorisation d'un art dit féminin. Euh, et donc voilà un peu où je me situe, moi, en m'intéressant justement à la question des archives, puisque par exemple le Fonds Vaucel possède 5 boîtes consacrées uniquement aux créatrices, mais aussi donc aux problématiques d'intermédiaires masculins dans tous ces réseaux, ces échanges, ces liens entre différentes actrices du monde de l'art et particulièrement des créatrice. Et puis aussi, je travaille à la période contemporaine dans une activité annexe à mes recherches doctorales, notamment donc lors de la foire Art Paris avec l'Observatoire de l'art contemporain avec lequel je collabore depuis cette année pour donner des visites, des parcours décryptage. Et donc, ça m'intéresse vraiment de pouvoir parler directement justement avec les artistes contemporaines et contemporains qui, pour nous, au phare, sont aussi, ces paroles, en fait, des sources très précieuses. Et donc, je suis vraiment ravie de recevoir Lily Reynaud-Dewar ce soir pour cette conversation qui est en format peut-être encore plus organique, disons, que d'habitude, dans le sens où là, c'est vraiment l'artiste qui nous parle et parle avec nous. Donc, en fait, le but, c'est que nous, on va poser des questions qui, évidemment, vont faire appel à toutes les notions on a l'habitude de traiter au phare, mais d'habitude, pour des artistes qui, la plupart du temps, ne peuvent plus s'exprimer de vive voix, sauf quand on projette des documentaires de l'INA, où c'est une manière de nous répondre aussi. Mais ce soir, donc, on va s'adresser directement et donc converser aussi
avec Lily Reynaud-Dewar. Et donc, bien sûr, on va interroger à travers cette conversation les notions clés de notre projet au phare, à savoir donc les réseaux d'artistes et les archives. Voilà. Et donc, moi, je suis très contente parce que j'avais déjà pu donc converser avec vous, Lily, lors de la masterclass du Centre Pompidou que j'avais co-animée avec Philippe Bettinelli et Zoé Marty, donc quand vous aviez reçu le prix Marcel Duchamp en 2021. Et donc, ça va me permettre aussi de tirer des fils qui avaient déjà été posés à ce moment-là, mais donc en lien, bien sûr, avec nos préoccupations ici, donc pour cette programmation INEHA Lab. Et donc, on est vraiment très contente justement de pouvoir inclure aussi le discours propre de Lily Reynaud-Dewar pour aussi nous aider peut-être à redéfinir cette fameuse notion de réseau qu'on n'a toujours pas définie, on le rappelle à chaque fois, et puis aussi montrer cette autre voie possible à toutes ces questions justement d'histoire de l'art que toi, Catherine, tu soulignais aussi plusieurs fois, c'est-à-dire partir de la parole des artistes. Qu'est-ce que ça nous apprend comme manière de revoir un discours parfois, comment dire ça poliment, très conceptuel et peu vraiment concentré sur finalement ce que les artistes peuvent nous dire de contradictoire avec toutes nos théories. Donc voilà, moi je suis très contente. Et ça rejoint bien sûr aussi toute la démarche que font Franny et Anouk, qui interrogent et font témoigner des artistes ayant déjà fait partie de groupes déjà historiques aujourd'hui et qui sont des grands témoins finalement de tout ça et pouvoir converser avec elles comme elles l'ont fait déjà avec Dorothée Selles ou Thérèse Ambjonas par exemple. Donc voilà, je vais laisser Franny introduire votre travail, Lily, et après on attaquera tout ça. Donc, comme l'a dit Camille, si nous avons souhaité inviter Lily Renaud-Dewar ce soir, c'est parce que son travail artistique rejoint plusieurs des problématiques du phare, à savoir celle des réseaux et des archives, comme l'a dit Camille, mais aussi celle de la collaboration et de la création collective, de l'influence, de la transmission et des féminismes. Puisque depuis plusieurs années, Lily danse, écrit, réalise des objets, des installations vidéo et des films, seule ou à plusieurs, avec ses proches, ses amis, sa famille, ses étudiants, ses étudiantes. Lily explique souvent qu'elle est devenue artiste par imitation, puisque quand elle étudiait le droit public à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, elle a décidé de suivre ses amis, qui étaient pour la plupart aux Beaux-Arts, et est partie étudier à la Glasgow School of Arts. Mais Lily parle aussi d'imitation parce que son travail est largement influencé par celui d'autres artistes, théoriciens et théoriciennes, écrivains et écrivaines. Et son travail interroge ainsi les notions d'emprunt, de citation et d'appropriation. Son œuvre, elle se nourrit également de l'histoire des cultures militantes et alternatives qu'elle convoque à travers des figures comme celle de Joséphine Baker, de Jean Genet ou de Kosé Fenituti. Son exposition au Palais de Tokyo, qui a fermé ses portes en janvier, s'intitulait d'ailleurs Salut, je m'appelle Lily et nous sommes plusieurs. Et donc, à rebours de l'artiste comme seul génie créateur, Lily défend plutôt une pratique collaborative et une création collective. Elle le répète souvent, on n'est jamais seul. Et donc, en fait, elle s'entoure d'une sorte de famille différente de celle biologique, bien qu'elle collabore parfois avec sa mère. Et cette famille l'accompagne dans la production de son travail et dans la création de ses œuvres. Avec ses proches, elle mène notamment des interviews biographiques et ces entretiens s'intéressent à leur vie privée et privilégient une parole libre. Dans ce cadre, Lily adopte une sorte de posture sociologique qui lui permet de créer différents types d'archives d'une époque donnée. L'artiste, elle défend aussi une pratique intime qui lui permet de résister aux injonctions d'hyperprofessionnalisme et de neutralité qui sont plutôt défendues dans les espaces artistiques institutionnels. Lily, elle met aussi également un peu à mal la hiérarchie, puisqu'au sein de son entourage, ses étudiants et étudiantes figurent en bonne place, puisque depuis très tôt, Lily enseigne, si bien que cette activité a toujours un peu coexisté aux côtés de sa production artistique plus personnelle. Et avec ses étudiants et étudiantes, elle a l'habitude de créer des collectifs temporaires qui n'ont pas vocation à être pérennes au-delà du temps des études et qui n'ont de cesse d'être renouvelés et avec lesquels elle réalise différents projets. Parmi les collectifs et réseaux artistiques auxquels participe Lily, il y a également celui de la revue féministe d'art et de culture Pétunia, cofondée en 2009 avec Dorothée Dupuis et Valérie Chartrain, et qui interroge dans une démarche intersectionnelle les discriminations du monde de l'art.
Et donc, c'est à partir de ces différentes notions qui traversent son travail que nous avons décidé d'articuler cette rencontre en 3 temps. L'un dédié à ses collaborations et réseaux, l'autre à sa pratique d'enseignante et à sa conception de la transmission, et le dernier à son travail d'écriture et d'édition, donc avec la revue Pétunia. Et donc Camille va commencer avec la question des collaborations artistiques. Voilà, bah, du coup, on vous a pas laissé la parole pour l'instant, mais maintenant, c'est le moment de aussi nous contredire. C'est ce qu'on se disait avant, mais enfin voilà, vraiment pas hésiter justement à rediscuter toutes nos tentatives, hein, c'est l'idée. Euh, avec des questions, donc une première question qui à la fois permet de continuer à présenter votre œuvre et aussi rentrer un peu dans notre sujet et d'induire justement un questionnement autour aussi des réseaux, donc avec cette notion de collaboration, communauté, etc. Et donc justement, vous demandez si vous considérez que vos œuvres possèdent un caractère collaboratif ou bien un caractère communautaire. En gros, c'est des tentatives terminologiques justement pour vous demander comment est-ce que vous tenteriez de définir votre pratique en ce sens. Voilà. Alors, ben, déjà, merci quand même à vous deux. Je suis très contente de revoir Camille et j'ai adoré cette introduction. Et puis, merci de m'accueillir ce soir, hein, toutes les personnes qui collaborent à ces sessions et ces séances. Alors, bah, pour commencer, c'est vrai que je trouve ça intéressant si on parle de terminologie, c'est-à-dire que le terme de réseau, en tant que donc j'ai fait mes études au début des années, fin des années 90, début des années 2000, ce terme était extrêmement présent. On définit, par exemple, quand je suis allée à Glasgow, étudier à la Glasgow School of Arts, avant j'étais aux Beaux-Arts de Nantes, et on disait, voilà une ville qui est devenue un modèle. Donc Glasgow était une ville qui avait assez peu de moyens, disons, dédiés à la culture, et puis qui a vu l'émergence comme ça d'une génération d'artistes qui ont essaimé, et c'est devenu un endroit très important de la création contemporaine à ce moment-là et encore aujourd'hui. Et donc on disait, voilà, une ville qui a su créer son réseau, il faut créer son réseau. Donc à cette période, je souscrivais à cette idée, à ce terme, mais assez vite, je l'ai trouvé peut-être un peu problématique puisque c'était justement une injonction à la professionnalisation, un certain type de professionnalisation. Et aujourd'hui, peut-être ce terme, dans un cadre plus large que celui de l'art, peut aussi prêter à peut-être des connotations qui vont bon, sortir les gros termes, mais un peu plus capitalistes, un peu plus où il faut capitaliser. C'est pour ça que j'aime bien quand on rajoute affinitaire, par exemple, un réseau affinitaire, ou quand on va évoquer en effet les questions d'affinité, voire donc d'amitié, de famille. En tout cas, j'ai essayé de déjouer le terme de réseau qui avait presque, au moment où en tout cas j'ai commencé à me poser ces questions de manière très intuitive, c'est vrai qu'il y avait une consonance presque où on s'instrumentaliserait les uns, les unes et les autres. Donc la construction d'un réseau sert en fait à asseoir une position d'artiste plus établie, plus affirmée, plus respectée. Mais que fait-on en fait de toutes les individus et les individus qui composent ce réseau? Je ne sais pas si c'est clair. Donc voilà, mais je trouve très intéressant de reposer la question. Ensuite, alors en effet, vous disiez aussi dans l'introduction que j'ai cherché à faire entrer dans le champ de l'art et dans le champ institutionnel des notions peut-être euh, qui me semblaient en tout cas pas forcément les plus faciles à amener, justement encore une fois pour asseoir sa légitimité d'artiste et être respecté. Donc ça passe par en effet travailler avec sa famille, donc travailler avec ma mère. Donc, quand j'ai eu la possibilité d'exposer à la Kunsthalle Basel, j'étais très impressionnée, bien sûr, par cette institution, par l'équipe curatoriale aussi, avec qui j'ai eu des échanges très intéressants. Et voilà, et passer par ma mère, par le récit de ma mère pour construire cette exposition, ça me semblait être quelque chose qui était pas si évident finalement à cette période, hein, parce que c'était montrer une certaine intimité et que voilà, bon, j'ai choisi de travailler comme ça. Et aussi, bon, peut-être que là, ça va trop vite, mais je pense qu'on introduit plutôt sur des questions terminologiques. J'ai aussi commencé finalement plus par écrire sur l'art
que montrer mon travail, ou disons en tout cas que l'écriture que je pouvais produire sur l'art, donc en étant invitée dans différents magazines, puis dans des catalogues d'artistes, était au fond plus visible que les expositions auxquelles j'ai participé, souvent dans des lieux très bien, mais pas forcément très centraux, un peu isolés, donc avec pas beaucoup de public. Et évidemment, l'écrit circule quand même beaucoup plus. En plus, j'écrivais dans des revues un peu assez mainstream, genre Technicart, des trucs comme ça. Et aussi dans une revue gratuite qui s'appelle 02, qui existe toujours, qui est très diffusée. Donc les gens connaissaient mieux mon travail alors, d'écrivaine, je ne pense pas, de critique non plus, donc j'étais dans un entre-deux. Et j'ai très vite voulu dire, utiliser le jeu, la première personne, en tout cas, pour m'exprimer. Ce qui aussi, à cette période, me semblait pas forcément évident, en tout cas dans le champ de la critique d'art. Et ça aussi, c'était un peu une manière, alors c'est un peu la même chose que plutôt vouloir substituer affinité à réseau, mais tout d'un coup, dire jeu dans un texte qui est en fait un compte-rendu d'exposition, ça me semblait voilà, mettre en place des bases qui pouvaient être propices, en tout cas pour moi, et qui n'étaient pas toujours évidentes, puisque je n'étais pas non plus une historienne de l'art, ni une critique respectée. Donc, dire je dis je pouvais me heurter à voilà, des formes de pas, oui, un peu de doute. Peut-on faire ça? Peux-tu faire ça? Peux-tu te permettre de faire ça? Mais je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. En tout cas, oui. Si, si, c'est très intéressant. Non, non, vraiment, c'est. Enfin, moi, je pensais parler de l'écriture un peu après, mais du coup, c'est. Enfin, moi, je me souviens qu'une fois, je vous avais écrit parce que j'avais retrouvé un texte sur Delphine Coindé que j'avais consulté pour écrire moi-même un texte. Et vous m'aviez dit, ah, mais c'est de l'archéologie, vos recherches. Et en fait, je me disais, du coup, par rapport à ça, est-ce que c'est pas aussi une forme de... Enfin, comment est-ce que vous voyez, justement, vous avez commencé à le dire, mais est-ce que peut-être une forme de solidarité aussi d'écrire sur des artistes contemporains, enfin, que vous connaissez peut-être, que vous... Enfin, voilà, je me demande si ça n'a pas aussi enfin, voilà, cette résonance-là dans la question de réseau, du coup, par affinité, qui passe par l'écrit, et qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion pour, justement, des artistes que vous côtoyez? Oui, alors là, ça, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que on écrit, en tout cas pour moi, j'écrivais quand même sur des artistes de ma génération. J'avais quand même parfois la possibilité aussi de choisir, c'est-à-dire de proposer un compte-rendu d'exposition qui m'intéressait. C'était assez souvent des gens, soit que je côtoyais, alors c'était souvent quand même des artistes un peu plus avancés, plus âgés que moi. Et ça constitue évidemment un groupe. Et en plus, ça permet d'avoir des discussions qui sont assez intéressantes, parce qu'on les pousse peut-être d'une autre manière aussi quand on sait qu'il va y avoir un texte. En même temps, j'ai aussi souvent écrit sans forcément prendre contact avec les artistes par timidité, il me semble, hein, et aussi peut-être par manque de confiance en moi dans ce que pourraient être voilà, mes élucubrations critiques. Donc, il y avait un petit peu ces deux choses, mais j'aime bien cette idée aussi de solidarité, en fait. C'est-à-dire que, bon, alors, des fois, on ne parle pas de réseau, on parle de scène, on parle de... Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que même à l'intérieur d'une scène, on dit, voilà, la scène, bah, comme je disais, la scène de Glasgow, à l'intérieur de la scène de Glasgow, qui est un exemple parmi d'autres, il y a des affinités, il y a des artistes qui ne peuvent pas se voir, il y en a d'autres qui s'apprécient beaucoup, il y a des courants, il y a des manières de se positionner un peu contre, ou en tout cas d'adopter une certaine posture qui évidemment passe par le travail ou par l'écriture. Donc, pour moi, c'est vrai que c'était important. En fait, j'ai l'impression que ce travail d'écriture m'a aussi permis de me situer en tant qu'artiste avec d'autres artistes. C'était une porte d'entrée, en fait, qui permettait de pas être, finalement, d'être dans un autre registre. Ça, c'est malin. C'est-à-dire de dire aux artistes que notre travail va être occupé à produire une critique et les accompagner en fait dans la communication de leur travail, la circulation de leur travail. Et en fait, à un moment donné, dire surprise, moi aussi, je suis artiste, en fait. Donc peut-être qu'il y a aussi comment, ce qui est intéressant dans la notion de réseau et de scène et toutes ces notions-là, c'est aussi comment l'on entre, à mon avis. C'est-à-dire que ce pas des choses qui sont autoconstituées. En tout cas, lorsqu'on est à l'extérieur du réseau, on se demande comment on fait pour rentrer, pour rentrer. Et ça se fait à la fois naturellement et à la fois par tout un tas de... C'est pas des stratagèmes, mais en tout cas, il y a quand même des stratégies, il y a des désirs aussi, des volontés, des façons de se positionner, oui, je pense.
Et donc, est-ce que ça fait aussi partie de ce que vous appelez votre famille queer un peu dissolue? Ou est-ce qu'on peut revenir justement sur cette question qui va m'amener, du coup, après j'anticipe, mais comme ça permet de faire une transition, à vous poser la question de savoir si justement ce rapport réseau-pratique, c'est pas aussi, comment dire, enfin, dans certaines de vos productions, le réseau devient matière. Et du coup, comment s'articule justement ce rapport réseau-création dans vos propres réalisations? Oui, alors, juste pour revenir sur cette citation qui est ressortie très souvent, en fait, je ne me souviens pas du tout l'avoir dit, mais c'est assez bien comme phrase. Sauf que, voilà, j'hésite à endosser une posture d'artiste queer. Non pas parce que je n'aime pas du tout l'idée de queer, mais voilà, parce que j'ai pas envie de monopoliser, disons, un discours sur ce que serait une famille queer un peu dissolue. Donc, c'était un article dans Libération de Éric Loret. Et voilà, je me souviens plus, on a beaucoup discuté, on s'est retrouvés dans un bar à Belleville, aux Orbas, et on a énormément parlé, et cette phrase est sortie. Et maintenant, elle est très souvent citée, et ça m'amuse parce qu'on oublie aussi souvent l'origine de nos propos. Mais alors, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je me suis dit, il faut surtout pas que j'oublie. Oui, alors en fait, c'est cette question aussi de la matière, c'est-à-dire de la collaboration comme matière, et au fond, de la solidarité comme matière, et des individus, des personnes, des amis, qui composent donc ce travail, dont je reste quand même l'autrice. Donc ça pose toute une question, évidemment, c'est-à-dire, alors, pendant longtemps, au début, disons, je m'inspirais beaucoup de modes de fonctionnement. Alors, évidemment, mes modèles, c'était Fassbinder et Warhol, voilà. Et donc, je regardais beaucoup comment avait fonctionné et Fassbinder avec l'amphithéâtre et Warhol avec la Factory, parce qu'il me semblait que c'était des lieux intéressants de collaboration et en même temps qui ne faisaient pas, disons, l'impasse sur la notion de l'auteur. C'est-à-dire, il y a une figure euh, qui manipule un peu toute cette matière. Donc, il y a un texte d'un critique qui, d'ailleurs, a aussi écrit sur mon travail par la suite. Donc, moi, je lisais ces textes quand j'étais étudiante, je trouvais ça génial. Il y a un critique allemand qui s'appelle Dietrich Dideriksen. Après, on a eu l'occasion de travailler ensemble. Et donc, lui, il parle un peu de... Il dit, voilà, en régime capitaliste, la seule manière pour ces artistes, à l'époque où ils œuvrent, d'échapper justement à une certaine injonction du capital, c'est justement de s'entourer, donc de créer des groupes qui sont très désarticulés dans leur hiérarchie. Et ça permet en fait tout simplement de produire plus. Donc pour eux, la manière au fond, de produire une critique du capital, c'est en produisant encore plus d'une autre manière. Mais évidemment, toute cette matière, ce que raconte aussi Diedrich dans son texte, donc en comparant vraiment la factory et l'antithéâtre, c'est que ça crée aussi des lieux dans lesquels il y a des tensions, des jalousies, de la compétition, des incompréhensions. Tel scénario va être compris de telle manière par l'un ou l'une des actrices qui peuplent les films de Warhol qu'il faisait avec Ronald Tavel. Mais en fait, voilà, tout le monde n'a pas tous les éléments de compréhension et évidemment se mettent en place au fond des discriminations, des formes de jalousie, des inégalités systémiques, même à l'intérieur d'un groupe complice. Alors moi, je dirais pas que j'en suis là quand même, j'essaye que ça ne se produise pas et par ailleurs, j'ai pas de troupe, j'ai pas de lieu vraiment fixe, même si on pourrait dire que la factory, les gens entraient, sortaient, bon. Mais il y avait quand même des figures un petit peu permanentes comme ça. Mais c'est vrai que la question de la matière, elle est très importante parce que d'abord, qu'est-ce qui donne envie aux personnes de collaborer à l'œuvre d'une artiste qui va finalement en être quand même l'autrice, même si elle dit qu'elle est plusieurs. Ce ne sont pas la plupart du temps, à part mes projets récents justement avec les groupes d'étudiants, où là on a décidé d'avoir un autre nom et que ça ne soit pas sous mon nom. Mais sinon, de façon générale, voilà, c'est pour des expositions que je signe moi-même et dans lesquelles apparaissent toutes ces personnes qui sont des proches, ce qui fait que c'est quand même plus facile de leur demander de collaborer. Je fais jouer les sentiments. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'on va travailler avec une artiste? Alors, évidemment, il y a la question de la rémunération qui est
presque toujours présente. Je pense que dans les premiers projets, ce n'était pas le cas. Ma mère n'a peut-être pas été payée pour balle, je ne sais plus. Mais voilà, en fait, au-delà de la question de l'argent, c'est vrai que comment on accepte d'être cette matière. Et donc, je pense que, évidemment, ça passe par la manière dont les personnes sont représentées. Est-ce qu'elles se sentent bien représentées? Est-ce qu'elles ont l'espace pour penser aussi comment la place qui leur est donnée dans l'œuvre pour se représenter elles-mêmes? Mais il n'y a pas que ça, je pense. Donc ça, c'est une des questions qui est assez... que j'ai pas vraiment résolue, en réalité. Et puisque aussi, finalement, dans mon travail, il y a toujours un volet. Donc là, la dernière exposition, je me suis intéressée à mes amis proches hommes ou se définissant comme hommes. Mais il y a eu voilà, une exposition qui était dédiée à ma mère. Il y a eu... Donc, ça change aussi à chaque fois. Mais voilà, j'ai pas vraiment la réponse là-dessus. Et aussi sur la question de la collaboration, ça dépend ce qu'on demande à une collaboration. Là, le travail d'écriture, souvent, du projet, je le fais en amont et ensuite je propose, je dis voilà, ça sera comme ça, on va tourner dans une chambre d'hôtel, les éclairages seront comme ça, l'équipe, il y a un tel et un tel. Souvent, les gens se connaissent un peu déjà, puisque même au niveau de l'équipe, mon entourage technique, ce sont aussi mes amis. Et en fait, l'écriture, elle se fait au moment où l'on filme, enfin l'écriture vraiment collective, c'est dans le moment où l'on filme. Mais ce qui donne pas non plus tellement le temps de réfléchir, par exemple. Si... Enfin, voilà, il y a toutes ces questions. Et là, je pense qu'on ne peut pas tellement les résoudre toutes en amont. Donc, c'est dans la pratique, au fond, que on peut aussi voir à quel moment peut-être quelque chose n'a pas ou a pu être problématique, à quel moment j'ai pu vraiment parce qu'au fond, j'utilise aussi beaucoup, hein, donc voilà, j'assume le terme, ces personnes pour ce qu'elles sont. Donc, je ne vais pas leur demander de jouer un rôle, c'est vraiment leur personnalité qui m'intéresse et que j'expose. Voilà, un peu d'ailleurs comme faisait Warhol avec pas mal de gens qu'il met dans ses films. Mais oui, l'idée de matière, elle est un peu problématique, je pense. Et donc, je voulais étendre un peu ça aussi en posant la question de vous citer donc les personnes que vos affinités et donc à injecter un peu plus d'organique dans cette notion de réseau, etc. Mais je me disais aussi ce qui concerne vos affinités intellectuelles de personnes que vous n'avez pas connues. Vous citez dans vos références, ben, évidemment Pasolini, Jean Genet et beaucoup d'autres. Et donc, je me demandais si il y avait justement un écho dans ces affinités qui, finalement, dans une dimension temporelle, enfin, font un peu une conflagration entre ces personnes vivantes que vous côtoyez, à qui vous transmettez quand c'est vos étudiants, étudiantes, etc. Et en même temps, donc ces références-là que vous réactivez et que vous transmettez aussi d'une certaine manière au public quand ce sont des lectures publiques, etc. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça Tout à fait. Alors, en fait, je pense que je suis consciente un petit peu depuis le début que je joue aussi un peu avec des monuments. Voilà, donc Joséphine Baker, voilà, c'est vraiment un monument. Sun Ra. Et puis, par exemple, pour Genet, bah, c'est exactement les images qu'on est en train de regarder. Alors, l'idée, d'ailleurs, ça c'est marrant, c'est que Jean Genet me fascinait, je l'avais beaucoup lu, ça m'intéressait beaucoup. Je crois même que je suis partie faire des études à Marseille en pensant que ce serait un peu Genet comme ça. Donc je fantasme, aussi je fantasme, hein. Donc c'est des recherches qui sont toujours animées par une sorte de désir, fantasme, mythologisation. Et pour Genet, en fait, c'était une proposition d'un commissaire d'exposition avec qui je n'ai pas particulièrement d'affinité, Alex Farquharson, qui à l'époque dirigeait Nottingham Contemporary, et maintenant je pense qu'il est à la Tate. Et il voulait faire un projet autour de Genet, et il avait pensé à moi. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et donc là, ce que j'ai fait, j'ai demandé à mon prof, donc la personne qui était mon prof à l'École des Beaux-Arts de Nantes, Pierre Giquel, qui était un poète et qui avait une façon de parler très énigmatique. C'est un peu des énigmes qu'il pose et qu'on peut résoudre a posteriori ou pas. Donc là, je me suis dit, bah, je vais demander à Pierre, qui était un grand, grand lecteur de Genet, et dans sa littérature, à lui, donc en tant que poète, on voit vraiment les références à Genet, le jeu avec Genet. Donc je lui ai demandé d'avoir un rôle un peu de consultant
vraiment. C'est-à-dire qu'on ait des discussions et qu'il me parle de Genet, qu'il me balance ces phrases si typiques de Pierre Giquel et que, en fait, je les utilise pour produire les œuvres. Et donc, notamment, justement, à un moment, Pierre m'a dit, mais en fait, Genet, c'est rose, blanc et noir, les couleurs de Genet. Et je l'ai pris comme tel, donc j'ai fait des œuvres roses, il y a du noir et il y a du blanc. Enfin, donc j'ai essayé un peu d'utiliser la pensée de Pierre et de l'interpréter. Donc en fait, il y a toute une... Voilà, ça passe, c'est des questions de transmission. Et ensuite, Mary Knox, qu'on voit là sur scène, qui était une amie rencontrée à Glasgow, plutôt dans la scène club, la scène vraiment la nuit, pas du tout une amie des beaux-arts euh, inter- traduisait un peu les propos de Pierre. Donc, ils sont projetés dans un film. On ne voit pas d'ailleurs du tout la tête de Pierre, c'est dommage. Mais donc, il y avait un film qui est projeté où Pierre parle devant les œuvres que j'ai faites. Et puis, Mary Knox traduit le discours de Pierre. Donc, c'est une sorte de traduction simultanée, décalée. Et là, je pense que ça permet justement de remettre, enfin, de faire en sorte que les personnes qui ont reçu cette œuvre avant moi, en parle elle-même, puis en parle à d'autres, puis en parle à d'autres. Et donc de remettre aussi Enfin, il y a toujours cette idée, d'ailleurs, même avec les pièces aussi autour de Pasolini, de faire, par exemple, d'interviewer les actrices sur leur parcours, sur leur propre biographie, pour la mettre en balance avec la biographie très héroïsée, mythologisée de Pasolini. Donc toujours essayer de remettre, en fait, les personnes qui vont incarner aussi ces rôles-là au centre et quelle est leur pensée à elles là-dessus, sur ces auteurs quoi, et ces autrices. Oui, donc on sent que même au sein de vos productions, ou même votre production, pour pas scinder, il y a un peu ce côté systémique aussi entre les productions elles-mêmes qui se répondent, qui s'enchevêtrent et qui, même au sein même d'une seule production, finalement, voilà, vous l'avez dit, passent par différents acteurs. Donc ça, enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très enfin, comment dire, vitalisé, si on dit ça. Enfin, il y a vraiment une énergie continue comme ça. Que je trouve très intéressante pour cette question des réseaux. Et du coup, ma question, elle va s'orienter un peu maintenant sur la question des lieux, puisque bon, je navigue, hein, je précise, ça donne peut-être un peu le tournis parce que je passe les images, mais en gros, voilà. Parce que donc, dans l'exposition Salut, je m'appelle Lily, nous sommes plusieurs, il y avait donc Gruppo Petrolio qui était aussi montré donc, dans cette salle. Je ne sais pas si je vais trouver l'image tout de suite, sinon je la montrerai. Bon, je la montrerai après, mais donc voilà, je la montrerai après. Là, on voit l'entrée de l'exposition avec les chambres d'hôtel où là, il y avait les différents films avec ces personnes qui parlaient. Et donc, Gruppo Petrolio qui était dans une petite annexe, donc qui reprenait enfin, l'endroit de la trattoria où Pasolini connaît ses derniers moments. Et donc, moi, je me demandais cette question des lieux que vous incluez aussi parfois dans ici le musée, mais ou dans d'autres types de productions. Comment ces lieux sont pensés comme des lieux de réseau à la fois par leur nature même, mais aussi dans la manière dont vous les utilisez dans votre pratique? Et si on pouvait parler de ça. Alors, c'est vrai que bon, dans cette exposition, c'était particulièrement... Ça m'avait même un peu inquiétée, c'est-à-dire il y a la reconstitution d'une trattoria et puis des reconstitutions de chambres d'hôtel. Donc, je me suis dit, ça va faire quand même beaucoup de reconstitutions de lieux d'hospitalité. Mais bon, et il se trouve en effet que pour ce qui concerne la trattoria, c'est donc un décor que j'ai fabriqué pour tourner un film, qui est un film qui raconte la dernière journée de la vie de Pasolini et en particulier ce dernier dîner. C'est un resto aussi qui existe toujours et où je suis beaucoup allée quand j'étais à Rome, que j'adore. Donc, c'était pas très compliqué de. Bon, je l'ai refait de manière vraiment pas du tout à l'identique, à l'inverse des chambres d'hôtel qui sont des copies, copies. Donc, ça a été déjà un lieu de tournage dans lequel énormément de mes proches sont venus incarner à tour de rôle la figure de Pasolini et celle de son amant qui s'est accusé du meurtre, Pelozzi. Et puis ensuite, il a fallu que ce décor, je le transporte ailleurs, puisqu'il était à la Villa Médicis. Alors, il a été très peuplé, on y allait très souvent, etc., pour tourner. Et ensuite, je l'ai installé dans l'école où j'enseigne et c'est devenu une salle de classe. Puisque je ne savais pas trop où le stocker, ça m'a bien arrangé de pouvoir
prétexter un projet pédagogique pour ne pas avoir à le stocker. Mais c'était aussi intéressant donc de travailler dans un faux restaurant, en tout cas. Et cette question des lieux, c'est aussi comme, en fait, j'essaye souvent, c'est vrai pour la pédagogie, c'est vrai pour les tournages et c'est vrai pour même les performances depuis le début. Puisque les toutes premières performances que je vais faire, ce sera à la Maison populaire de Montreuil, au FRAC Aquitaine. Et assez vite, je ne suis pas très satisfaite de ces conditions. Non pas que j'étais mal reçue, mais voilà, il y a souvent le vernissage, il y a le rythme du lieu, et je me sens pas très à l'aise avec ça. Donc très vite, je vais faire des performances sans public dans des endroits que je choisis moi et elles seront filmées, ce qui m'amène plus tard à faire des films. Mais parce que je trouve très important justement pour que naisse soit l'idée ou l'illusion d'une collaboration, soit vraiment une collaboration, c'est-à-dire pour mes amis, ma famille, mes étudiants qui puissent improviser et se prêter au jeu, il faut qu'on soit dans un contexte dans lequel on est bien, dans lequel on a le temps, dans lequel on peut boire, discuter, des lieux qui puissent être assez beaux ou en tout cas amusants. Ça compte beaucoup et où on puisse aussi passer du temps. Donc très vite, je vais en effet quitter un peu le domaine de la performance live pour créer ces sortes d'actions filmées dans des lieux que je choisis. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il viendra l'enseignement dans une chambre d'hôtel. Donc je quitte un peu le périmètre de l'institution. Bon là, j'étais très influencée par Woman House. Voilà, c'est quand même important de Judy Chicago et Mimi Shapiro. Et puis, mais voilà, mais souvent l'idée, c'est en effet comment trouver. Alors peut-être que même là-dedans, on pourrait y voir une forme de manipulation. En tout cas, moi, je ne le crois pas, mais c'est vrai de trouver voilà, un lieu convivial, agréable, qui ne ressemble pas du tout à un lieu de travail, qui ne ressemble pas à une institution. Ça permet de mettre en place des situations beaucoup plus libres et aussi de faire ressortir cette intimité qui existe souvent avant et qui va exister d'une autre manière pendant et après. Justement, on peut peut-être passer à la question de l'enseignement. C'est Franny qui va prendre le relais. Tout à fait. Bah oui, on avait vraiment envie de vous interroger sur votre pratique d'enseignante, puisque depuis 2010, il me semble, vous êtes professeur à la Haute École d'Art et de Design de Genève, donc la HED. Vous avez notamment formé le groupe Enseigner comme des adolescents, qui est un projet un peu collectif, performatif, assez hétérogène. Et on aurait voulu en savoir un peu plus sur votre manière de concevoir la pédagogie. Est-ce que ça s'enseigne vraiment l'art? Alors, oh là là, quel grand sujet. Alors, enseigner comme des adolescents, c'est vraiment la réponse à cette question. Sauf que cette réponse, bon, déjà, j'essaye de ne pas arriver, enfin, j'essaye dans les situations pédagogiques que je propose d'amener quelque chose. Il faut quand même qu'il y ait une impulsion, à mon avis, il faut quand même proposer quelque chose. Mais j'essaye souvent de ne pas avoir trop une position de super sachante. Donc, il m'arrive d'amener, et d'ailleurs, il y a une de mes anciennes étudiantes dans la salle, donc elle le sait très bien. Donc, j'essaye d'amener souvent une matière que je ne connais pas non plus sur le bout des doigts, qui n'est pas... voilà. Euh, Ensuite, ce qui s'est passé avec enseigner comme des adolescentes, donc je commence à enseigner à la aide. Je fais un premier projet, mais en partenariat avec une autre école. Donc, je ne suis pas encore complètement installée dans les murs de la aide. Et assez vite, je n'arrive pas bien à concevoir, en effet, comment enseigner dans cette école, puisqu'il n'y avait pas vraiment de lieu. D'ailleurs, je pense que ça a aussi des avantages, mais ce n'est pas une école qui a un atelier euh, voilà, dirigé par un ou une artiste avec un espace dans lequel les étudiants peuvent laisser leurs affaires et collaborer. C'est une école dans laquelle chaque étudiante, dans la mesure du possible et de l'espace, a un petit bout d'atelier. Et nous, les professeureuses, on se déplace d'une salle à l'autre, si elle est libre, si elle n'est pas libre, si on a besoin d'un projecteur. Bon, cette situation ne me convenait pas. Et je voulais aussi être assez transparente sur comment vit un ou une artiste qui va enseigner dans une école. Et très souvent, donc en tout cas, avec le contrat que j'avais à cette époque, j'étais accueillie par l'école et logée dans un hôtel, qui était très, très drôle, avec des tas de peintures. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre des photos de l'hôtel, mais il est marrant. Donc voilà, j'ai proposé qu'on fasse des cours dans la chambre d'hôtel, qui étaient des cours. Alors, on était souvent des groupes quand même assez nombreux. Enfin, on était toujours entre
8, 10, 12. Par la suite, certains de mes collègues ont fait carrément leur rendez-vous individuel dans leur chambre d'hôtel, qui n'est pas une chose que j'aurais particulièrement souhaité faire. Ce n'était pas le projet. Et on invitait, l'idée d'enseigner comme des adolescentes au début, justement, c'était est-ce que l'art s'enseigne? Et pour répondre à cette question, on a invité des personnes qui avaient participé à des pédagogies expérimentales en tant qu'étudiantes ou qui les connaissaient très bien. Bon, des fois, on a invité des historiennes de l'art comme les Bobici qui nous a parlé de Woman House, mais d'autres fois, on a invité des personnes qui avaient été participantes dans des projets pédagogiques expérimentaux. Donc des gens qui sont venus nous parler de l'école de Stéphanie, des gens qui sont venus nous parler du projet dont j'ai oublié le nom de Pontus-Sulten, Buren, qui avait été étudiant à l'école des l'Institut, bon, qui était dans un étage du centre Pompidou, qui a été, voilà. Il y avait des gens qui avaient été élèves de Jodorowsky, qui leur avaient appris à faire le tarot. Enfin voilà, on essayait de voir un peu différentes situations. Et au bout d'un an, à inviter ces personnes donc, qui venaient dans la chambre d'hôtel nous parler, un peu par hasard, on a commencé à... Enfin, c'est pas tout à fait le hasard. On s'est dit peut-être que ce qui s'enseigne encore moins que l'art, donc on a plutôt parlé de transmission, de circulation, de dialogue entre générations aussi d'artistes, que vraiment d'enseignement de l'art, au sens vraiment on divulgue un savoir. On s'est dit peut-être ce qui nous semble le plus rétif à ça, c'est peut-être la littérature et en particulier l'écriture poétique. Donc, on a invité aussi pas mal d'auteuristes qui travaillent à cheval entre l'art contemporain et l'écriture poétique, souvent dans l'art pour faire un petit peu d'argent, écrire un texte de catalogue, etc. Parce que la poésie, ça ne paye pas très bien. Voilà, et ça, c'était intéressant. Et c'est pour ça que ça s'appelait... Et il y avait aussi une autre raison pour appeler ça enseigner comme des adolescentes, c'est qu'à l'époque, un artiste allemand qui s'appelle Michael Kreber enseignait à la Städelschule. Et lui, il y avait beaucoup de... Moi, j'aime bien les histoires un peu mythologisées et défaire ces mythologies aussi. Il y avait beaucoup d'histoires Voilà, les gens parlaient, les élèves, ses collègues professeuses, etc., parlaient du mode d'enseignement de Kreber qui était justement de ne pas enseigner et d'aller dans des bars de Cologne. Oui, c'est à Cologne. Discuter de tout sauf du travail des étudiantes, d'exposition, d'actualité, etc. Et je me t'ai dit, mais en tant qu'artiste femme, puisque Kreber à l'époque était déjà un artiste allemand très respecté, qui avait été voilà, proche de Kippenberger, etc. Donc quand même une scène d'artistes hommes assez établie, malgré voilà, peut-être des trucs transgressifs, etc. Et je m'étais dit, moi, en tant qu'artiste femme, jeune, française, pas très connue, est-ce que je peux me permettre d'appliquer une méthodologie pédagogique telle que celle que Kreber utilise? Et si je le fais, quelles vont être les différences? Donc, il y avait un peu aussi une sorte de provocation à réfléchir qu'est-ce que c'est une artiste femme plus jeune, pas tellement connue, qui endosse une position pédagogique comme celle-ci. Et pour finir, oui, l'idée, c'était de créer donc des groupes de lecture et de discussion dans lesquels voilà, la participation, la lecture, tout le monde est partie prenante. Et parfois, évidemment, ça m'a un peu... Moi, j'amenais les livres souvent, mais souvent, ça m'échappait, les gens en amenaient d'autres, etc. Et justement, autour de la lecture et de l'écriture, vous avez réalisé des projets complètement avec des étudiants et étudiantes. Comment ça s'est passé? Je pense notamment à ce film d'horreur tourné aux États-Unis, Beyond the Land of Minimal Possessions. Comment ça s'est déroulé, ce projet? Alors, ça, c'est un petit peu... C'est un concours de circonstances, on va dire, puisque l'école de Genève, la aide, était invitée par une autre école, l'école des Beaux-Arts de Nantes, où j'ai aussi fait des études, à Marfa, où l'école des Beaux-Arts de Nantes avait acheté, je crois, un terrain dans lequel elle a commencé à faire différents projets, résidences, expos, et envoyer aussi des étudiants. Ça s'appelle Fieldwork Marfa. Donc, moi, j'ai été invitée avec un autre professeur à amener quelques étudiants. Un peu, c'était vraiment comme un voyage un peu
on n'avait pas vraiment de projet, etc. Et dès qu'on est arrivé là-bas, donc notamment avec ces deux étudiants, Yanis Christ et Claire Van Lubeck, on a eu tout de suite ce réflexe de se dire, mais c'est un endroit où il faut tourner un film d'horreur. Parce que c'est très cinématographique, Marfa. Il y a aussi beaucoup de références à Judd, même dans la déco de tous les lieux, les restos. Donc c'est intéressant aussi de voir comment le langage de l'art minimal et de l'art de Donald Judd en particulier rentre dans une culture de l'hospitalité un peu bourgeoise, parce que c'est pas n'importe quel tourisme qui se développe là-bas, c'est un tourisme de l'art minimal, donc avec certaines caractéristiques. Donc ça nous faisait rire. Euh, et en fait, ce qui s'est produit ensuite, c'est que j'ai eu une résidence au Texas, assez loin parce que le Texas est immense. Mais bon, ça a permis vraiment que peut-être ce projet de film devienne une réalité. Et on l'a en effet tourné. J'ai proposé donc au groupe, donc les deux personnes qui étaient déjà venues à Marfa ont été rejointes par d'autres et on est reparti donc plus tard. Je leur ai proposé qu'on regarde des films d'horreur ensemble, séminaire films d'horreur. On a fait ça et ensuite ils m'ont dit, bon, et elles m'ont dit, on va peut-être pas écrire le scénario avec toi. Euh, on te fait confiance, écris un scénario et là on va être actrice. Bon, alors c'était particulier parce que il y a eu une vraie collaboration, il y a eu beaucoup d'échanges, de discussions et à un moment donné, je pense que ça a été une décision collective de ce groupe d'étudiants de dire on veut jouer. Et alors là, ils se sont dépassés. Les gens étaient habillés chaque jour, c'était totalement extravagant. Enfin, c'était très bien. Et à l'intérieur de ce film, enfin, à l'intérieur du tournage, on a intégré, ça c'était vraiment une proposition que j'ai faite, quelque chose au fond qui ressemblait un petit peu à enseigner comme des adolescents dans la chambre d'hôtel, mais au milieu du désert. C'est-à-dire que j'ai invité des artistes, des critiques, des gens qui n'étaient pas très loin du Texas à venir donner une conférence dans cette situation à la fois très belle et très inconfortable parce qu'il faisait très chaud, on était au milieu de ce bout de désert. Ce qui a aussi permis que les étudiants, en fait, ce qu'elles voulaient, c'était jouer leur propre rôle, mais un peu plus extravagant, un peu plus sapé, un peu plus looké. Mais donc, on était aussi dans cette situation, on a recréé une situation pédagogique réelle, quoique un petit peu particulière, parce que faire des conférences sous 40 degrés, c'est pas génial. Voilà, et on se moque évidemment aussi de nous-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on était, c'est-à-dire un groupe avec une professeure, ses étudiants, ma mère est venue, euh, mais qui reste quand même un groupe pédagogique donc on parle aussi, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour une école de déplacer des éléments entiers de sa pédagogie au Texas. C'était en 2017, je pense qu'on ne le ferait peut-être plus maintenant pour des questions assez évidentes liées à l'empreinte carbone. Mais voilà, on se moque aussi un peu de nous, c'est-à-dire ces touristes, étudiants, professeurs, on est un peu des hipsters, et toute cette question aussi du privilège, etc., est un peu au cœur des postures que l'on prend. Et ça nous a aussi permis de ne pas avoir à commenter là-dessus dans le film, puisqu'on l'incarne en étant à la fois ces personnages de fiction et personnages réels qui sommes nous. Vous avez beaucoup parlé de déplacement et on le voit donc dans les lieux de l'enseignement parce que apparemment vous refusez la salle de classe classique ou l'atelier. Vous nous avez parlé donc de cette chambre d'hôtel. Pour le projet Gruppo Petrolio, j'ai l'impression que vous êtes aussi beaucoup déplacé. Donc au début, c'est le décor qui s'est déplacé, cette fameuse trattoria qui a été montée à Genève, mais ensuite vous êtes allé à Grenoble, vous êtes aussi un peu allé à Rome. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Alors en fait, Gruppo Petrolio et comment ça s'est déroulé? Parce qu'il y a eu ce fameux Covid. Alors en fait, j'ai donc proposé d'installer le décor de la trattoria et qu'on y lise le livre très complexe de Pier Paolo Pasolini et qu'on enquête, qu'on essaye de trouver qui a tué Pasolini, puisque personne n'a encore la réponse. Donc ça, c'était mon cours. Il s'est trouvé que le livre est quand même extrêmement complexe et pour la première fois, je me suis retrouvée à vraiment faire un cours. Donc dans cette trattoria, c'était un peu ridicule, sur l'histoire de l'Italie à cette période, voilà, les rapports conflictuels qu'il y a pu avoir, les différents mouvements autonomes, les années de plomb, etc., la répression. Bon, bref. Et puis, j'ai quand même réussi à organiser un voyage à Rome. Donc, on est parti à Rome en train. C'est pas comme d'aller au Texas
pour justement comprendre cette histoire dans les lieux où elle s'est passée. Et en lisant un petit peu là-bas, donc on emmenait notre pétrole partout et on lisait sur des plages. Et très vite, on s'est dit, mais en fait, on est dans les lieux vraiment décrits dans le livre très précisément. Donc ça nous a donné l'idée de tourner un film très long qui serait des lectures de pétrole, qui est parfois très fastidieux à lire aussi, il faut le dire, mais qui est parfois très excitant et voilà, très complexe. Et puis, on avait prévu donc d'aller tourner donc vraiment ces lectures et de faire un film très, très, très long qui aurait pu durer 12 heures, 15 heures, un peu ennuyeux, où des gens lisent pas toujours très bien pétrole dans les lieux qui sont décrits. Mais le Covid est arrivé et en fait, ça me permet d'ailleurs de reparler de cette question du lieu parce que d'inviter les gens dans ma chambre d'hôtel, c'est pas chez moi, c'est générique, mais c'est aussi un lieu que j'occupe à titre personnel pendant une durée souvent très courte. Et donc, il y a la question quand même d'inviter un peu chez soi et de trouver des manières d'inviter chez soi qui ne soient pas une manière de capturer ou captiver les gens ou les mettre dans une position, disons, d'être redevable, etc. Donc, c'est quand même assez compliqué. Il faut le faire avec un peu d'habileté et de prudence et de respect aussi d'autrui quand on fait ça, dans le cadre pédagogique. Et là, ce qui m'est apparu au moment du Covid, j'ai beaucoup plus observé la ville où je vis, Grenoble. Et puis, j'ai un peu réfléchi. Donc, c'est une ville qui mélange, enfin, c'est une ville qui est une technopole, qui a été soumise très, très rapidement dans son histoire à l'industrie, l'hydroélectricité, puis ensuite l'armement, le nucléaire, etc. Donc, c'est vraiment une ville au service de l'industrie et de la technique, de la technologie, de ces développements-là. Face à ça, il y a beaucoup de collectifs, de militantes, de militants qui mettent en critique un petit peu cet impératif du progrès. Donc ça, c'est la situation. Et j'ai mieux observé ça. Et comme c'est un peu le sujet de pétrole, au fond, c'est-à-dire la destruction de la nature, des relations, des langues par le capitalisme et par l'impératif de progrès, et c'est une obsession de Pasolini, je me suis dit, pourquoi j'inviterais pas le groupe à venir transposer pétrole dans cette ville de Grenoble? Donc là, je me suis vraiment retrouvée à agir en effet comme une hôtesse et aussi une guide un petit peu de ma propre ville. Et comme d'ailleurs il existe aussi dans les groupes militants qui agissent justement des visites un peu de l'écocide en cours. Donc on va se promener autour d'une plateforme chimique qui produit voilà, différentes choses et qui a été implantée pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, il y a toutes ces histoires comme ça. Et en fait, ça a assez bien fonctionné de pouvoir faire ça, c'est-à-dire, oui, d'avoir ce côté hôtesse, en même temps en choisissant donc des lieux. Donc, mon atelier est devenu un décor pour ce film. Donc, c'est pas vraiment mon atelier. Enfin, il y a toujours cette idée que ça soit pas non plus trop directement chez moi, mais un peu chez moi. Et à travers le groupe, j'ai aussi mieux connu ma ville, finalement. Vous parlez de vous comme d'une hôtesse qui accueillerait un peu chez soi. Comment ça se passe quand on vous invite pour une exposition monographique? Je pense notamment au consortium à Dijon et que finalement, vous décidez de dédier une partie, une salle à vos étudiants et étudiantes. Alors, en plus, c'était pas qu'une salle, hein, puisque c'était toute l'exposition. Là, ça s'est passé. C'est vrai que ça c'est arrivé assez souvent aussi. Je dois avouer que les étudiants m'aident à résoudre parfois des problèmes qui ne sont pas des conflits très graves, mais il arrive qu'on s'entende moins bien avec une institution qu'avec une autre. J'ai une réputation de personne qui ne s'entend pas avec les institutions, mais je m'entends quand même avec elles et on arrive à faire des choses. Et en l'occurrence, avec le consortium, ça se passait pas très très bien pour différentes raisons. Donc, au bout d'un moment, ça m'a un peu énervée. Et j'ai proposé, voilà, j'ai dit au groupe, oh là là, j'ai cette expo, mais vraiment, bon, est-ce que vous voulez venir avec moi? Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble? Et donc, on s'est aussi beaucoup amusé parce que tout d'un coup, de travailler avec une artiste, mais là, c'était plus une artiste, c'était 10 artistes, puisque les étudiants aussi, il y avait un peu un truc de tension autour du budget alloué à cette exposition de factures, de choses comme ça. Donc, à un moment, j'ai proposé aux étudiants de produire des pièces et de se faire rembourser sur facture avec le budget qui m'était alloué. Et évidemment, ça créait des petites
parce que c'était plein de petites factures de 12,30 €, 22,90 €. C'était un petit peu embêtant. Finalement, d'ailleurs, ça embêtait plus la personne qui faisait la compta, qui était pour rien là-dedans, que vraiment voilà, les personnes à la tête de cette institution. Mais c'était une manière de déjouer ça et c'est arrivé à d'autres reprises que, en effet, j'invite le groupe aussi pour ne pas m'ennuyer, parce que parfois, faire des expositions seules dans certaines villes, c'est très bien de pouvoir faire des expositions, c'est déjà génial, mais voilà, il y a une sorte de solitude aussi qui se manifeste. Et je pense même d'ailleurs les premières collaborations, pas forcément avec les étudiants, mais celles dont on parlait avant, c'est aussi venu de ça, c'est que je me sentais un peu seule avec mes sculptures dans mon atelier. Ça semblait quand même assez pénible comme vie artistique. Donc voilà, et c'est vrai que après le consortium, ce qui a été très riche, c'est qu'on a recréé un petit peu la situation de la chambre d'hôtel, pas tout à fait, pas jusqu'au bout, puisque dans une expo précédente, on avait carrément ramené le mobilier de la chambre d'hôtel, donc c'était quand même un hôtel sympa. Mais là, en l'occurrence, disons qu'on a créé. En fait, le plus intéressant, c'était vraiment une journée de performance qui ouvrait l'exposition. Et je pense que au consortium, il y a une salle de concert, il y a quand même un souci comme ça du live et de la présence live, mais la performance n'est pas non plus le médium le plus chéri par cette institution. Et c'était aussi intéressant d'amener ça là-dedans. Et ça créait aussi des discussions qui étaient amusantes. En fait, l'idée, c'est quand même aussi parfois beaucoup de s'amuser, de trouver des formes assez joyeuses pour produire une critique qui ne sera pas toujours suivie de changements, d'effets, mais en tout cas qui permet quand même de s'exprimer. Peut-être que justement, on peut revenir à cette question de l'écriture et de la lecture qui a un peu traversé toute notre discussion depuis le début. Vous avez commencé en disant que vous aviez, oui, écrit sur le travail des autres, mais sans pour autant être ni critique ni écrivaine. Est-ce que c'est cette double position enfin, oui, cette position qui vous a mené à réfléchir donc à Pétunia? Juste pour présenter rapidement cette revue féministe d'art et de culture, c'était un magazine illustré, donc avec des contributions d'artistes, de critiques et d'auteuristes en français et en anglais. Les numéros, ils étaient organisés autour de ce que vous appeliez des urgences subjectives, c'est-à-dire des questions, des sujets qui vous semblaient importants de discuter à ce moment donné-là. Donc, ça a pu être par exemple la violence, la famille, l'architecture. Dans Pétunia, il n'avait pas d'éditorial, pas de chapitre ou de section, mais différentes formes textuelles extrêmement variées, des journaux, des interviews, des fictions, des projets d'artistes ou des bandes dessinées. Mais qu'est-ce qui vous a amené à ce projet éditorial? Alors, l'origine de Pétunia, c'est vraiment une situation que j'ai ressentie très fortement à mon retour de Glasgow, de mes études à Glasgow, c'est-à-dire le sexisme en France et les difficultés rencontrées par les artistes femmes à être respectées, montrées, écoutées, à se faire vraiment une place. Hein, moi, ça me paraissait vraiment très caricatural à cette période. Alors, je ne dis pas que Glasgow n'était pas empreint non plus voilà, de ces problèmes-là. Mais c'est ça qui m'avait motivée. Donc, j'ai proposé à une amie qui était à l'époque à Sciences Po et qui faisait un travail de recherche sur la critique en France. Donc, je l'ai rencontrée comme ça parce qu'elle m'a interrogée plutôt en tant que critique. Et je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, ah ben, j'aimerais bien monter une revue qui réponde à ça. Et puis, ça s'est fait. D'ailleurs, ce qui est intéressant, Pétunia, c'est que ça s'est fait un petit peu progressivement, c'est-à-dire on s'est agglomérés, on s'est mis ensemble, donc Dorothée Dupuis, Valérie Chartrain et moi, vraiment de façon euh, presque pratique et aussi par hasard, enfin, par opportunisme, mais un opportunisme pour vraiment faire quelque chose ensemble. Donc Pétunia est vraiment née de ce constat. Et à l'époque où on conçoit le magazine, donc je pense que c'est entre 2005 et 2008, on a quand même mis 3 ans à le faire. Euh,
On a plein d'échanges et moi, j'avoue que j'étais assez peu familière des questions féministes, des questions des écrits féministes, des bases. Donc ça, c'est vraiment à travers Dorothée et Valérie que je les ai reçues et dans l'optique de faire ce projet. Et il y avait tout un tas de choses qu'on ne voulait pas reproduire. Donc la question de la forme aussi, ou en tout cas de l'organisation de Pétunia, était très importante pour nous. C'est-à-dire, on ne voulait pas de structure hiérarchique, donc tout le monde faisait tout, ce qui n'est pas pratique du tout. On ne voulait pas de questions aussi trop de coller à l'actualité, puisque l'actualité était justement quelque chose qui témoignait tellement vivement de la disparité entre les artistes femmes et les artistes hommes. Et on voulait aussi s'autoriser à créer notre propre rythme, c'est-à-dire pas être un mensuel ni un bimensuel, pas promettre une périodicité particulière, c'est pas non plus très pratique. Et enfin, ben on voulait aussi se permettre de travailler, par exemple, même si on faisait le magazine, on en sortait finalement un par an, mais se permettre de travailler plusieurs fois avec les mêmes personnes. Donc vraiment aussi, on trouvait que la manière dont la presse artistique fonctionnait reproduisait aussi des tas de biais qui étaient évidemment favorables à bah, cette sorte de pérennisation d'une situation sexiste. Et voilà. Donc ça, c'était un peu la manière dont on a fonctionné. Vous avez dit que vous avez travaillé avec les mêmes personnes. Est-ce que ça signifie que vous considériez ce projet éditorial comme une forme de collectif? Oui, tout à fait. Alors, un peu à la manière dont j'envisage les collectifs, c'est-à-dire on rentre, on sort, ça va, ça vient. Il n'y a pas de participation obligatoire. Et puis, il y a toujours aussi peut-être un groupe qui donne une impulsion. Mais c'est vrai que quand on faisait Pétunia, avec donc Dorothée et Valérie, qu'on invitait une artiste, qu'on invitait une critique, qu'on invitait une chercheuse, on expliquait toujours tout le contenu du numéro. On passait beaucoup de temps ensemble avec les personnes qu'on invitait. Et d'ailleurs, je pense que le moment où on a commencé à arrêter un peu la revue, parce qu'il y a eu un ou deux numéros où on ne savait pas si on continuait, si on arrêtait, mais c'est justement quand on n'a plus pu se voir, puisqu'on était toutes dans des villes différentes. Dorothée est partie vivre à Mexico. Elle a monté un nouveau projet éditorial. Valérie vivait à Berlin. Moi, je suis partie vivre à Grenoble. Et c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus laborieux de travailler à distance, en fait. Je pense que l'enjeu de Pétunia, c'était aussi de passer. Donc, on se faisait des mini-séminaires pour réfléchir à nos thématiques, pour débattre aussi de qui inviter, comment, pourquoi, quelle forme. Et ensuite, ces séminaires s'élargissaient par toutes les personnes que l'on invitait, en effet. Et on essayait aussi d'organiser des moments de rencontre entre les différentes personnes qui avaient contribué. Enfin, voilà, que ça circule un peu comme ça. Et pourquoi ce nom de pétunia? Alors, parce que c'est une fleur qui est très pratique à mettre. Donc, si vous avez le devant d'une mairie, en fait, on aimait bien prendre un nom de fleur, mais d'une fleur qui est vraiment, c'est pour faire vraiment les parterres fleuris le plus rapidement possible. Pof, on met des pétunias. Donc, on aimait bien ce côté pratique, fonctionnel, efficace de la fleur qui remplit un rôle décoratif sans beaucoup de prétention, mais avec beaucoup d'efficacité. Voilà, c'était ça l'idée. Et justement, vous avez expliqué que vous aviez donc créé ce projet Pétunia en réaction donc au sexisme et que vous avez adopté une forme de discrimination positive en invitant que des contributrices. Mais vous défendez aussi, vous avez défendu dans Pétunia une démarche assez intersectionnelle, pardon, que ce soit en termes de genre, mais aussi de race et de classe. Comment vous l'avez appliqué concrètement? Moi, je trouve qu'on ne l'a pas assez appliqué. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très souvent le cas. En tout cas, quand on aborde les questions de racisme ou en tout cas d'inégalité raciale dans nos milieux, on y travaille, on se creuse la tête, mais souvent, on ne poursuit pas ces projets. Je trouve, hein, je dis on et je ne veux pas vous inclure dans les reproches que je me fais à moi-même et que je fais aux institutions que je traverse. Mais j'ai, par exemple, beaucoup vu ça en 2020, justement, après tout l'après George Floyd, où il y a eu énormément de, voilà, de déclarations d'intention. On va faire ça, on va engager, en particulier dans le domaine de l'enseignement supérieur, on va engager plus de professeureuses racisées, on va... Puis finalement, assez vite, on oublie. Et c'est peut-être un petit peu ce qui s'est produit aussi avec Pétunia, où donc on avait vraiment... Parce que moi, j'ai l'impression qu'en tant qu'étudiante en art et même en droit,
j'ai entre guillemets souffert d'un manque de représentation qui venait d'autres géographies, voilà, d'artistes racisés, de ces discours-là, dans la théorie aussi. Donc, il était important pour nous. Donc, c'est un peu comme quand je fais mes cours d'ailleurs, c'est-à-dire j'amène une matière, j'amène une impulsion, mais il y a plein de choses que je ne connais pas. Ben, avec Pétunia, moi, j'ai découvert Bell Hooks finalement quasiment en proposant à Mathieu Aboninck de faire la traduction d'un texte de Bell Hooks. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites comme ça, mais comme évidemment se chevauchaient aussi nos amis qu'on voulait inviter, pas parce que c'était nos amis, mais parce que c'était des artistes que l'on respectait, des chercheuses que l'on respectait. Donc on en est toujours là, c'est-à-dire les questions de solidarité, même dont on parlait au départ, hein, nous importent. C'est comme ça qu'on produit nos réseaux. Hélas, nos réseaux sont pauvres aussi en certains profils, certains parcours, certaines biographies, certaines existences. Et donc, on est toujours un peu dans cette dichotomie entre vouloir faire progresser cette question, ne pas en rester là, et en même temps travailler à partir voilà, de ce qu'on connaît, de ses affinités. Donc ça, je pense que c'est des questions qui sont en fait toujours actuelles. Donc nous, c'était autour de 2007-2008, avant 2010, on va dire. Et je pense qu'en effet, oui, on ne l'a pas fait suffisamment. Et est-ce que c'est justement une des raisons pour lesquelles vous avez arrêté Pétunia? Non, non, c'était vraiment cette question de ne plus nous voir, de travailler à distance. Moi, je pense qu'on perd quand même beaucoup, beaucoup. Alors récemment, j'ai participé à un autre projet éditorial qui est peut-être plus politique encore, qui s'appelle Wages for Wages Against, avec Ramaya Teganier et Tiffany Blanc. Et je suis aussi partie au bout du premier numéro parce que les modes de travail à distance ne me conviennent vraiment pas. Alors pour mes collaboratrices, c'est terrible parce que moi, j'adore discuter dans ma cuisine. Et ça prend du temps. Et c'est pas du tout, je suis pas du tout dans l'efficacité. Et c'est aussi comme ça que j'ai des idées, que j'arrive à mieux comprendre certaines choses qui sont proposées par le collectif. Et c'est vrai que les Zooms, les mails, les choses comme ça, c'est très bien pour s'organiser, mais pour réfléchir, pour moi, c'est pas du tout concluant. On a arrêté. Et puis, il se trouve aussi, donc là, on dirait que c'est moi qui ai dit on arrête tout, mais on était trois. Dorothée a commencé un nouveau projet éditorial qui a un peu vampirisé toute l'énergie que Dorothée aurait pu mettre dans Pétunia. Voilà. Et par rapport à ça, du coup, si on bascule un petit peu cette notion, mais qui je pense va se rejoindre, c'est sur la question d'exposition en non-mixité. Du coup, là, donc pas en travail écrit, mais on travaille vraiment de vos œuvres qui sont avec ou confrontées à d'autres œuvres de créatrices. Notamment, je pensais à l'exposition, je vais pas écorcher le titre, donc je vais le lire, Défricheuse, féminisme, caméra au point et archives en bandoulière, où du coup, nous, on s'était revus, et c'est là d'ailleurs, parce que petit point, comment dire, réseau qui s'active, de se croiser et de demander à Lilia, est-ce que vous voulez venir au phare pour parler de tout ça, dans une expo qui elle-même nous avait, enfin, m'avait à ce moment-là beaucoup inspiré sur la question des réseaux et de la mise en réseau, de la mise en exposition des réseaux, si on reste sur ce terme pour pas trop se perdre. Et donc, je me demandais, est-ce que vous voulez nous dire comment vous pensez la question de l'exposition en non-mixité? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire? Voilà, juste connaître votre avis là-dessus. Eh bien, j'apprends ce soir que c'était une expo en non-mixité. Je ne m'en suis pas rendu compte. Alors, non, mais je ne me suis pas posé la question. Et je pense que c'est symptomatique. C'est-à-dire, bon, pendant longtemps, on se la pose maintenant. Mais qu'est-ce que j'en ai vu des expos en non-mixité hommes, cis, blancs. Donc, j'en ai vu beaucoup. Là, en l'occurrence, en plus, je pense que le sujet, enfin, là, puisque c'était quand même cette histoire-là du féminisme et du cinéma en France, qui justement, je pense, a eu besoin aussi de mettre, de dire, là maintenant, c'est nous, entre nous, et on va faire les choses de cette manière-là. Après, le concept de la non-mixité, je m'étonne qu'il soit encore aussi compliqué à expliquer puisque quand même, il a des origines plutôt très anciennes, il me semble. Alors, on dit souvent que c'est au moment justement de 68 et de toutes les AG aux Beaux-Arts et Game et ceci et cela. Bon, je ne sais pas en fait à qui on doit absolument attribuer voilà, cette invention
formidable. Je pense que c'est encore plus tôt. Moi, c'est pas vraiment une... En fait, ça va pas être forcément une question que je vais me poser. En tout cas, si on m'invite à une exposition en me disant c'est une expo en non-mixité, j'ai pas du tout l'impression que c'est à ça qu'il faut que je me confronte. Peut-être je vais plutôt me confronter comme question à est-ce que, est-ce que la manière dont l'histoire de cette exposition va être racontée, bon là c'était aussi plus, c'était vraiment lié à des archives aussi, cette expo-là, m'interpelle. Est-ce que aussi j'ai ma place dans cette exposition? Voilà, c'est plutôt des questions comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression ce genre de concept peut tout à fait prêter à des critiques de, je ne sais pas, de wokisme, d'exclusion. Non, mais c'est vrai qu'il faut vraiment enfin, se méfier, pas nous, de la manière dont on a envie d'organiser nos expositions, nos travaux ou d'y participer. Mais peut-être qu'il y a un travail encore, j'ai l'impression, d'éducation à faire, d'expliquer à quoi ça sert. Pour quelle est l'histoire de ce concept, dans quelle situation il est utile, et donc là vraiment quelque chose d'extrêmement pragmatique et pédagogique. Et en fait, on doit toujours aussi, c'est un peu triste, mais en tant que femme, on doit faire souvent ce travail d'expliquer et expliquer et réexpliquer. Donc, c'est une sacrée charge aux personnes qui ne comprennent pas ou apparemment, je ne sais pas si c'est qu'elles ne veulent pas, mais voilà. Et du coup, je me demandais, en rapport avec ces questions, donc non-mixité, mais du coup en déviant encore sur la question cette fois de la féminité, puisque dans Salut, je m'appelle Nini, nous sommes plusieurs, vous interrogez la question des masculinités, puisque ce sont que des hommes ou des personnes donc, se revendiquant hommes qui s'expriment. Et donc je me demandais, bon voilà, c'est une question comme ça, mais est-ce que, par exemple, imaginer un pendant féminité à cet ensemble-là, ça pourrait exister? Et est-ce que c'est des choses qui vous intéressent? Alors, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait une sorte de suite à cette exposition ou un pendant, en effet, avec que des personnes femmes ou s'identifiant comme femmes qui seraient interviewées. Donc non, pas du tout. Alors déjà, je pense que si je filmais que des femmes, elles seraient beaucoup plus en mouvement. Mais ça, c'est intuitif. Je pense que là, j'ai aussi un peu... Alors, il y a eu plusieurs raisons, certaines qui sont totalement anecdotiques. Mais lorsque j'ai fait Gruppo Petrolio, donc c'était des tournages en fait qui travaillaient beaucoup sur l'improvisation. C'est vraiment le plus que j'ai fait, puisque là, on est des groupes avec tout le monde n'a pas la même connaissance du scénario ou de l'histoire qui nous occupe, et on improvisait des scènes, donc des fois dans ce décor de pizzeria. Et une amie à moi qui a produit certains de mes films m'a fait remarquer que je distribuais très mal la parole. Bon, moi, je la distribuais pas vraiment, j'étais un peu derrière avec des chefs pop, mais qu'en tout cas, la parole masculine était surreprésentée dans les montages que nous avions faits, dans les tournages que nous avions organisés. Alors, j'ai dit oui, c'est vrai, sans doute. Je pense qu'en effet, c'était vrai à certains endroits. Et à d'autres endroits, je me suis demandé euh, qu'est-ce que ça voudrait dire aussi, justement, que moi, en tant que réalisatrice, je filme uniquement des hommes pour lesquels, en plus, ça peut sembler très farfelu ou ambigu, mais ce sont principalement des hommes gays ou queer. Il y a une personne trans aussi. Euh, et donc, il y a pas cette... Enfin, est-ce qu'elle est absente? Justement, c'est toute la question. C'est-à-dire que si, en tant que réalisatrice, j'éprouve du désir pour ces hommes, je me positionne aussi en tant qu'homme gay, ce qui ne me déplaît pas du tout. Donc, il y a toutes ces questions aussi de quand même, quand on filme des gens, de désir. Alors là, c'est très compliqué d'aborder cette question, mais je trouve que c'était marrant pour moi de parler de la question du désir en endossant le rôle peut-être d'un homme gay. Et puis après, c'est que de toute façon, c'est une question qui existe avec presque toutes les personnes qui sont dans les performances que j'organise. C'est que, en effet, j'aime leur présence, j'aime leur charisme, et c'est pour ça que je leur demande très peu de jouer, puisque j'ai envie qu'elles soient elles-mêmes. Donc, il y a toujours eu cette question depuis le début de l'admiration, d'aimer les écouter, d'aimer les regarder, qui évidemment n'est pas, de tout ça n'est pas absent la question du désir.
il y avait cette question un peu de... Après, moi, je ne l'ai pas du tout formulé comme un female gaze ou un retournement de... C'était pas vraiment ce qui m'intéressait, mais en effet, c'était quelle intimité aussi je créais avec toutes ces personnes, hommes, quoi, dans ces chambres d'hôtel qui étaient un peu coincées. C'est pour ça aussi que j'ai essayé de toujours éviter le terme de confession ou confidence, mais qui est très souvent revenu dans les textes sur l'exposition. Pour moi, c'est quand même vraiment des entretiens avec une visée sociologique pour voir qui sont ces personnes, d'où elles viennent. Et peut-être qu'à cet endroit aussi, j'évite justement l'écueil de quelque chose qui pourrait être malaisant, voire qui pourrait être un regard très déplacé, qui pourrait trop objectifier ces personnes, puisque en fait, en constituant aussi un groupe socialement situé, c'est-à-dire pour la plupart des hommes, là, il y a plusieurs générations, mais qui vivent à Paris, qui s'expriment en français, qui ont aussi quand même des parcours assez proches des milieux artistiques pour la plupart. Donc voilà, et comment en tant que groupe, même s'ils sont interviewés individuellement, ils constituent aussi quelque chose qui est socialement situé. Et justement, du coup, pour qu'on termine un peu tout en continuant après avec vos interactions à vous, j'aimerais injecter la notion d'archive à travers tout ça, dans le sens où on se demandait si vous vous produisez avec une conscience archivistique, dans le sens où comme vous filmez des performances, est-ce que ces films sont aussi avec un statut d'archive? Est-ce que au-delà de même vos productions que vous montrez, vous avez vous-même dans votre atelier ou ailleurs des archives de production? Est-ce que aussi, par exemple, le journal, alors là, on ne voit pas sur l'image, mais en fait, le journal qui a été aussi exposé donc dans cette exposition de Palais de Tokyo, est-ce que c'est une forme d'archive? Est-ce que vous en avez d'autres? Enfin voilà, en gros, tout ce qui touche à ça, relié aussi à la question de est-ce que vous voulez diffuser ces archives? En l'occurrence, je regardais votre site internet et j'étais assez intéressée du fait que justement, dessus, on voit en fait sur les œuvres collaboratives les noms de toutes les personnes. Donc ça, je trouvais ça très bien. C'est pas forcément toujours le cas. Donc voilà, c'est un peu général, mais en gros, c'est pour vous amener à nous parler de ça. Alors oui, citer tout le monde, ça c'est vraiment une préoccupation que j'essaie d'avoir tout le temps. D'ailleurs, bah, des fois, il y a des questions de hiérarchie. Bon, par exemple, avec le palais, j'étais pas contente de la manière dont étaient créditées les personnes qui m'ont accompagnée sur le plan technique, qui était donc la personne qui m'a aidé à faire les reproductions de chambres d'hôtel, le chef opérateur avec qui je travaille, le preneur son, la monteuse, enfin, tous ces gens-là étaient un peu comme des crédits d'œuvre. Vous voyez, quand vous mettez bois, plastique. Bon, ça ne me va pas. Mais on a quand même réussi pour Grupo Petrolio à mettre en avant un vrai générique. Et puis, j'aime bien citer toutes les personnes, oui, qui participent. Ça, c'est très important. Dans les conférences, je le fais toujours. J'essaye que ça soit là parce que c'est pas seulement... D'abord, c'est normal de citer les personnes qui participent et qui sont visibles dans un travail, même celles qui sont moins visibles, qui font plus les parties techniques. Mais c'est aussi montrer une façon de travailler. Donc, pour moi, c'est une forme aussi. Alors, cette question de l'archive, oh là là, ben, je suis devenue obsédée par ça, par ma propre archive. Donc, c'est mon âge, hein, là, ça je sais. C'est, voilà. Bon, parce qu'aussi, c'est disons que au tout début justement du travail, j'essayais de ne pas faire d'archives. C'est pour ça que j'ai demandé par exemple à ma mère de raconter l'histoire d'un concert de Sonra qu'elle a vu, plutôt que de faire une exposition où j'aurais, puisque là c'était aussi une invitation d'un commissaire, Adam Chimsy, qui m'a proposé que l'on fasse une expo Sonra ensemble. Moi, j'avais pas du tout envie d'aller chercher la pochette de disque, le petit dessin, parce que à l'époque, j'associais beaucoup aussi ce travail autour de l'archive. C'est étonnant, hein, mais dans mes petits stéréotypes personnels, c'était beaucoup de mecs un peu nerds comme ça qui faisaient des expos d'archives, de musiciens de jazz, alors là encore plus. Donc moi, je voulais produire une archive justement vitalisée, comme disait Camille tout à l'heure, en faisant parler les personnes qui avaient vécu certaines expériences et en les déguisant et tout ça. Mais maintenant, il se trouve que moi-même, je suis ma propre archiviste. Alors, c'est un peu inquiétant par moment. En même temps, je pense aussi que ça suit une évolution du travail, qui est en effet ces questions-là des entretiens biographiques, de ramener une parole des personnes participantes de façon beaucoup plus présente et beaucoup plus structurante pour le travail. C'est arrivé autour de 2019.
En effet, ces entretiens biographiques, je m'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup à les faire. Donc là, j'ai fait une nouvelle série avec des étudiants pour un projet. Donc, on a interviewé tout le groupe. Mais en effet, il y a aussi cette question, peut-être pas de l'archivage du travail, mais en effet de la conservation aussi du contexte de son émergence. Donc, ce qui m'intéresse dans l'écriture du journal, c'est aussi ça, c'est-à-dire raconter tout ce qui se trouve autour de la production d'une œuvre. Ça va être évidemment l'actualité, ce qui se passe dans le monde autour, mais ça va être aussi ce qui se passe chez moi, dans ma famille, dans l'école où j'enseigne. Je trouve que c'est important pour arriver à comprendre en fait une œuvre. Mais bon, c'est vrai aussi. Alors, ce site, en plus, j'ai un peu honte parce que j'en ai parlé il y a une semaine. Il est quand même bloqué en 2017, je crois, ou je ne sais plus quelle année. Donc, on va le reprendre. J'aime bien aussi cette profusion d'images. Donc, mettre beaucoup de choses, ça, c'est tout à fait propre au fait que mon travail est quand même plus performatif, film. Et de mettre deux photos, ça marche quand on fait peut-être plutôt des objets plus statiques. Mais pour moi, il faut qu'il y ait un peu quand même une idée de différentes choses qui se sont passées. Mais ça veut dire aussi que je gère une quantité d'images phénoménale, des quantités d'archives de rush phénoménales, que quand je revois mes films, j'ai envie de les remonter, mais presque pour m'amuser, hein. Je me dis, ah, mais j'ai tous ces rushs. Et là, j'ai revu un film de 2016. Je sais que ce que j'ai mis, enfin, ce que j'ai mis dans le montage, je ne le mettrai pas aujourd'hui, avec le temps aussi qui s'est écoulé. Puis c'est un film qui parle beaucoup de questions d'appropriation culturelle. Donc, pour moi, c'est aussi, ces œuvres sont des documents de leur époque. Donc, il faut peut-être les laisser telles qu'elles ont été montées à l'époque où elles l'ont été. Mais donc voilà, je me débat avec plaisir hein, sur cette question de l'archive. J'y suis très attentive. En même temps, je pense qu'en tant qu'artiste, on se sent toujours un peu seul avec ça. Alors, je ne demande pas à une chercheuse dans la salle de m'aider, mais c'est un peu compliqué parce qu'à la fois, on peut trop archiver. Maintenant aussi, il y a des... Enfin, voilà, c'est des questions techniques aussi et technologiques. On peut tellement archiver, on peut tellement sauvegarder. C'est un petit peu vertigineux. Et en même temps, je trouve que se poser cette question, en fait, c'est assez sain. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à être très préoccupée par ça, je me suis dit, oui, dis donc, là, tu deviens une artiste un peu plus âgée. Mais en fait, je trouve que ça permet aussi de faire face à son propre travail. C'est pas forcément, c'est compliqué parce que c'est vertigineux. Il y a beaucoup de quantité, il y a beaucoup de possibilités, mais c'est aussi très sain de regarder ces choses-là régulièrement et de trouver des formes d'organisation. Je sais pas si toi, Franny, tu as une question pour ouvrir un peu le bal ou si On va peut-être on demander au public. passe le micro. Ça peut être des retours aussi. Enfin voilà, n'hésitez pas à prendre part vraiment à la discussion. Il y a des remarques, des questions. Euh, ouais, moi, en tout cas, j'étais très contente de vous écouter toutes les trois. Moi, je suis 19e Miss, donc enfin, aucun rapport avec rien. Mais c'était super. La question des archives aussi, enfin, la question du réseau, on se rend de plus en plus compte hein, au fil de nos séances que souvent on dit bah non, pas du tout. Enfin, ou oui, il faudrait mieux définir quand même ce terme parce que enfin, on sent que on bute dessus. Donc c'était passionnant. Et puis la pédagogie, enfin tout l'aspect pédagogique de la transmission aussi que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Donc merci beaucoup pour ça. Hein. C'était riche, c'était hyper riche. Est-ce qu'il y a des petites non, tout le monde est fatigué. Pas vous. J'arrive. Bonjour. Alors, oui, oui, juste ce que vous venez d'exprimer sur la question de l'archive, sur donc l'ensemble de votre œuvre euh, en archive, en matière. Alors, j'aime beaucoup le terme également de Camille qui est d'archives revitalisées. Mais au-delà de quand on regarde toute cette archive, comment vous voyez en tant qu'artiste cette matière même, au-delà de l'organisation, mais plus puiser dedans, s'en servir. L'archive serait peut-être un organisme vivant.
qui amènerait à d'autres pièces génératives. Voilà. Je rebondis sur ça et c'est une question ouverte à vous. Oui, oui, c'est vrai, c'est vraiment comme ça d'ailleurs que je le conçois. Par exemple, bon, Grupo Petrolio, dont on a parlé un peu, c'est donc un film qui dure 19 heures, mais il aurait pu durer 23 heures ou plus ou moins, et dans lequel donc il y a une personne au fond qui est un chef opérateur quand même qui permet d'enregistrer les situations, mais chacun filme aussi. Donc les protagonistes de l'action ont leur propre caméra et prétendent vouloir faire un film ou filmer pour des repérages, pour aller faire une petite action de sabotage sur voilà, un centre de recherche du nucléaire ou quelque chose comme ça. Bon, donc là, on se trouve par exemple face à quelque chose, justement, moi je me demande toujours, est-ce que ce sont des archives? Est-ce que ce sont des rushs pour un film, mais parce que je ne fais pas vraiment du cinéma non plus? C'est pas organisé exactement comme un tournage classique de cinéma. Il y a aussi des fois on déborde, c'est-à-dire on dit bon bah, on fait un plan cette fois-ci, essayez l'improvisation, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. En fait, ça dure des heures. Et pour moi, ça c'est des archives, c'est-à-dire ce sont aussi archives au sens de ce sont des documents en fait d'un moment, d'une situation précise, d'un contexte aussi urbain, architectural, etc. Ou même la manière dont les gens. Là, j'ai fait d'ailleurs un projet. Alors, je peux vous parler d'un projet d'archives qui ça sera peut-être plus parlant. En fait, j'ai l'école donc dans laquelle je travaille depuis 2010 a changé de bâtiment récemment, était allé dans un nouveau campus. Donc, c'est un projet architectural très discutable, mais bon. Et aussi a complètement refondu son site Internet. Donc, quand on dit fondu, ça veut dire tout ce qui précédait 2022, date du déménagement de l'école et du nouveau site Internet, a disparu. Or, pour nous, pour le master dans lequel j'enseigne, c'était vraiment une histoire récente, mais qui permettait aux personnes de naviguer et à nous-mêmes de nous voir représentés dans les projets que nous avions faits et aux étudiants, anciennes étudiants, alumni, etc. Tout ça, ça a disparu. Et en fait, on a compris que ça n'avait jamais été bien archivé. C'est-à-dire, il y a un disque dur où les différents projets menés on pouvait venir déverser son archive, mais personne ne l'a fait. Donc, on n'a plus d'archives. Et on a fait, nous, avec le groupe d'étudiants avec qui je travaillais l'année dernière, des entretiens avec les personnes qui ont participé à ces projets, donc des anciennes et anciens, des alumni, en fait, qui nous ont raconté tel cours avec telle personne, comment c'était travailler avec Vaginal Davis, comment. Et ensuite, on a été rechercher quand même des photos, des images en demandant individuellement. Donc, ça crée une sorte d'histoire orale. C'était aussi très bien parce que pour les étudiantes qui arrivent dans l'école, qui vont voir des anciens et anciennes étudiantes dans leurs ateliers ou dans un café de Genève, ça leur faisait aussi un peu visiter la ville, comprendre la situation actuelle aussi des artistes au bout de 5, 6, 7 ans où ils sont sortis de l'école. Donc, pour moi, c'était vraiment une façon intéressante de répondre à cette question de l'archive qui n'existe plus. Et l'archive qui n'existe plus, si personne, de toute façon, même quand elle existait, elle nous était utile, mais elle n'était pas non plus très utilisée, puisqu'on ne savait pas comment l'utiliser, qu'il n'y avait pas de récit, il n'y avait pas de transmission. Et voilà, donc après, c'est vrai que c'est toujours une question de quelle énergie on met là-dedans. Et pour moi, ce qui a été un peu dur à assumer, c'est vrai, c'est que bah, c'était beaucoup de souvenirs pour moi. J'avais du mal à m'empêcher d'intervenir dans les discussions. Et je pense aussi que pour certains étudiants de ce groupe, en fait, elles ne comprenaient pas pourquoi ils devaient s'intéresser à ce qui s'est passé il y a 10 ans. Mais en même temps, on a vu plein de choses surgir. Ça nous a aussi informé beaucoup sur les changements propres à notre institution, les directions, les orientations qu'elle a. Mais ça n'intéresse pas tout le monde aussi. Ça, c'est un autre souci, je pense. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais. C'est vrai que c'est souvent de l'histoire récente quoi, qui m'intéresse beaucoup quand même. Enfin, de plus en plus, j'ai l'impression. Histoire très récente. Ben oui, oui. Et alors là, je sais que si je suis avec des 19e et des historiennes de l'art, mais oui, là, disons des 5, 10 ans, des... Ouais.
Juste pour rebondir sur cette question de l'archive audiovisuelle, est-ce qu'on considère certains rushs ou certains films comme des documents d'archives? Comment est-ce que vous vous situez avec vos performances filmées? Est-ce que les danses existent en elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas filmées ou finalement c'est seulement la vidéo qui fait œuvre? Ouais, alors ça, c'est vraiment la question. C'est marrant parce que alors, j'ai plusieurs réponses, mais disons que quand j'ai exprimé un petit peu tout à l'heure ça, cette frustration que j'ai ressentie à organiser des performances dans des institutions qui souvent étaient organisées le soir du vernissage. Donc, je ne trouvais pas que ça fonctionnait bien d'être dans ce rythme-là, aussi de demander cette attention-là. Bon, en plus, à l'époque, quand j'ai commencé à faire des performances, c'est pas pour dire que j'étais une pionnière, au contraire, parce qu'on a eu tous et toutes la même idée au même moment en se disant, tiens, c'est un médium totalement délaissé, on va le faire maintenant. Et donc, il y a une génération d'artistes à laquelle j'appartiens. Pour nous, il n'y en avait pas quand on était étudiant. On ne voyait jamais de performance, c'était jamais programmé, et même le terme n'existait pratiquement pas. Il avait été relégué quelque part. Mais bon, j'étais assez vite frustrée, et donc je décide d'organiser ce que j'appelais toujours quand même des performances, mais filmées. Et donc, mon petit stratagème, c'était, en tout cas, surtout pour quand j'ai commencé aussi à faire les danses, c'était de dire, bah, vous êtes en retard, donc on peut vous montrer le document. Vous êtes arrivé en retard. Bon, c'était une sorte de plaisanterie. Après, j'ai jamais réussi vraiment à définir ça, c'est-à-dire, est-ce que ça reste des performances? A priori, si l'artiste n'est pas là, présente, ça n'est pas une performance, mais ce ne sont pas non plus vraiment des films au sens des autres films, par exemple, que je revendique en tant que film. Et peut-être que, en fait, c'est souvent d'ailleurs des questions que j'entends aussi de mes collègues, par exemple, professeureuses, demandent tout le temps, qu'est-ce que c'est que cette œuvre? Est-ce que c'est une sculpture? Est-ce que c'est une installation? Est-ce que c'est une performance? Est-ce que c'est une action? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un film au sens film monté? Et moi, ça ne me dérange pas tout. C'est pas obligé que les gens aient une réponse. D'ailleurs, je trouve que quand on catégorise pas a priori, peut-être qu'on peut aussi expérimenter plus. Donc, définir strictement ce qu'est un objet d'art, parfois, ça peut être très utile. Et parfois, rétrospectivement, c'est très utile. Mais sur le moment, c'est pas toujours une préoccupation que j'ai, en fait. Donc, ouais, je dirais que j'ai toujours pas la réponse à cette question. Mais c'est vrai que j'ai jamais dansé pour un public présent avec moi, sauf une fois sur une scène de théâtre, mais c'était incorporé dans un contexte beaucoup plus large. Il y avait d'autres performeurs, d'autres performeuses, il y avait des musiciens. C'était au Théâtre des Amandiers. Là, j'ai senti que je pouvais le faire. Mais sinon, non, ça m'intéresserait pas trop. Voilà. Le fait que ça soit filmé, ça vous permettait aussi de vous introduire dans d'autres lieux que les espaces purement d'exposition. Exactement. Puis ça me permet aussi d'enlever les plans où je me trouve pas bonne danseuse ou, ou à mon avantage. Euh, oui, alors, bon, déjà, il y a quand même aussi cette question, c'est que je vois aussi d'ailleurs ces films-là, pour moi, seront des documents, des archives de la manière de faire des expositions à l'époque, donc moi, où j'ai pu être active et continuer à danser. Et ça permet aussi que je montre les expositions, pas forcément telles qu'on les voit lorsqu'on les visite, ni forcément telles qu'on les voit lorsqu'on en regarde la documentation qui est produite par les institutions elles-mêmes. Donc, j'essaye de montrer d'autres choses qui vont être ben, aussi tout l'apparatus qui permet de guider le public, d'orienter son regard, de le contrôler, de la contrôler éventuellement. Des fois, j'arrive aussi à montrer les bureaux, les lieux de stockage, donc tout l'appareil en fait de production qui sert à produire les œuvres que l'on peut regarder. Donc ça m'intéresse beaucoup. J'essaye de montrer ça aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qui rend possible l'existence même d'une exposition dans laquelle je danse. Donc, il y a un peu toutes ces préoccupations en fait qui sont à l'œuvre et c'est vrai que je ne pourrais pas le faire. Je me demande comment je pourrais vraiment danser dans tous les recoins d'une institution avec un public qui me suit, mais ça, c'est toujours possible, je suis sûre, hein. Mais voilà. Donc, il y a aussi un peu cette question de guide, enfin de guider la spectatrice de la vidéo à travers les différents espaces, à travers des recoins qu'elle n'aurait pas vus où je passe beaucoup de temps quand même à les filmer.
Et puis, oui, voilà, à quoi ressemblent ces lieux en fait, vraiment. Mais j'ai eu une critique une fois de Elisabeth Lebovici. On a fait un entretien ensemble dans un catalogue que j'ai fait. Elle m'a dit oui, mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme ma nuit au musée, le musée tel que vous ne l'avez jamais vu, c'est un peu du spectaculaire. Je ne sais plus quelle expression elle a utilisée. Et en fait, pourquoi pas? Je veux dire, oui, ça m'avait amusée. La performance, c'est un moment, Ouais. c'est pas ça, pas pour moi. Ce que c'est cette vidéo, c'est une trace du moment où vous l'avez fait. D'autant plus, je voudrais savoir, est-ce que vous l'avez fait avec un public? C'est-à-dire que votre, votre performance, quand vous l'avez faite, est-ce que vous y avait des gens qui étaient là? Pas du Que tout. vous avez convoqués pour qu'ils soient là? Pas du tout, du tout. Justement, en fait, c'est un peu tout le principe de ces vidéos. J'appelle pas non plus performance, mais de ces vidéos, c'est en effet, donc je danse dans ces lieux qui normalement sont plutôt, a priori, enfin pas tout le temps, pas 24 heures sur 24, mais qui sont visités. Je danse dans les expositions, mais quand elles sont vides, et donc je me balade avec ma caméra et je me filme. Et voilà. Mais en effet, ça n'a rien à voir avec ce moment, cet instant T, ce... Justement, après, dans la mesure où vous êtes nu, peut-être que vous auriez aussi cette espèce d'envie de ne pas être nu devant un public. Bien sûr. Ça. Mm. Bon, voilà. Et donc, voilà, ben, simplement, je voulais vous dire que moi, je suis quelqu'un qui fait des performances qu'en principe, euh, les lieux de performance que je fréquentais dans les années 80 étaient des endroits. C'était souvent des réseaux, puisque de toute façon, on se disait les choses euh, rapidement, c'est-à-dire que c'était pour la semaine prochaine, bon, il y avait toujours une espèce d'urgence parce qu'il y avait un lieu. Alors, c'était pas du tout des lieux, comment dirais-je, c'était pas des institutions, c'était quand même des lieux qui étaient dédiés à des moments absolument super, enfin, où en fin de compte, on a dit chaos à Belleville, comme j'ai connu. Parlez quand même. Oui, oui. Enfin, vous me disiez que vous en avez pas parlé quand vous étiez étudiante, qu'on avait mis de côté justement toutes ces choses qui ont été révélées à ce moment-là. Parce que moi, je suis performeuse, même à mon âge, je dis que je suis performeuse d'abord. Je suis peintre et je peins aussi. Les personnes qui sont là savent que je peins du blanc. D'accord. Voilà, bon, c'est tout. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous avoir dit les choses avec plein de gens. Ça, c'est une performance pour moi. Merci beaucoup. On n'est pas dans. Ah oui, pardon. Je vous ai vu dans une galerie, euh, à l'intérieur d'un moniteur cubique, posé sur un socle, en train de danser, évidemment. Et c'était moi, j'ai trouvé très intéressant cette manière de faire. Enfin, comment. Là, on est dans un objet d'art, finalement. Oui, mais est-ce que... Alors, bah, c'est plutôt... C'est un moniteur cubique. Oui, vous voulez dire par rapport à l'objet, dans la question Oui, que ça c'est la soit... question de l'objet. Là, on est vraiment dans Oui. une question de l'objet. Moi, j'aime bien aussi... Bon, j'avoue aussi, après, J'aime bien le téléviseur, par exemple. C'est ça. Voilà, C'était un l'écran. téléviseur cubique. Cet objet, en même temps, un peu, bon, domestique, de très très grande diffusion, de diffusion large. Donc je trouve ça aussi intéressant. Et il se trouve que j'aime aussi parfois avoir des grandes projections très belles. Mais cet objet-là, sa banalité, voilà, l'écran qu'on pose avec son petit pied, je trouve ça aussi intéressant à utiliser. Parce que c'est aussi un langage qui traverse un petit peu d'autres formes d'appréhension de la culture ou de l'art. Donc j'aime beaucoup utiliser les écrans comme ça, ouais. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le moniteur. Mhm.
Bah oui, je trouve que c'est un objet qui a des qualités intéressantes. Après, ça marche pas toujours. Il y en a qui sont plus ou moins... Bon, après, ils sont tous intéressants et inintéressants dans leur design. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien que ça soit un objet qui parle assez facilement de par sa nature, quoi. Et sa production, enfin, sa production de masse. D'autres d'autres interventions, d'autres rebonds ou de célébration des moniteurs et des télés? Non? Non. Moi, je veux juste rajouter que du coup, moi, ce que je trouve très intéressant, enfin, dans toute votre démarche, c'est que bon, forcément, enfin, on est beaucoup de doctorantes dans la salle, et moi, toute cette question, ça me rappelle vachement une espèce de travail de thèse nomade, un peu ce que vous faites du début jusqu'à la fin, et du coup, ben, ce rapport au temps, il est quand même un peu déjà très très long, et on voit que par exemple, là, la danse, c'est quelque chose que vous avez commencé jeune, là, enfin, vous continuez, donc il y a une sorte aussi un peu de boucle sans fin, j'ai l'impression. Donc, et ça, je trouve ça très intéressant. Et du coup, dans ce rapport aux archives, je sais pas, quand on fait une thèse, on est aussi obligé de travailler beaucoup de matière et donc, d'une certaine manière, d'archiver un travail qui est en train de se faire et qui va se continuer. Et je fais un peu une analogie, mais je trouve que ça marche bien. Et du coup, je me disais, enfin voilà, que ce rapport aux archives et tout ce que vous en avez dit, c'est intéressant parce que ça montre aussi justement une pratique qui en elle-même, en fait, enfin, s'auto-nourrit tout en restant ouverte au reste et en même temps en se documentant soi et en même temps en documentant le reste, et, enfin le contexte et l'époque. Du coup, je trouve ça très intéressant. Et peut-être que s'il y a vraiment plus personne qui n'a rien à dire, pas à penser, j'imagine, mais à dire, ben, finir un peu avec justement ces choses-là, c'est-à-dire dire déjà ben, merci beaucoup parce que enfin, moi, je suis absolument ravie du tournant justement vitaliste là, que ça prend dans le sens de parler directement et à l'INHA et dans cette salle. Enfin voilà, moi je trouve que c'est très bien par rapport à tout ce que nous, on a l'habitude d'y faire et d'y voir. Donc, oui, je suis très contente. Et, euh, et pour bien sûr nos réflexions au phare qui, là, je pense, montrent aussi que notre champ même de tentative de définition, en fait, est un peu comme un trou noir, c'est-à-dire avec des limites, mais sans limites. Mais non, mais je veux dire noir, mais qui ne veut pas dire que ça n'est pas un avenir radieux, hein, vraiment. Non, mais je veux dire dans le sens de l'expansion des champs et voilà, de choses qu'on essaye de délimiter, mais qui se nourrissent et qui évoluent. Et donc, tout ça pour dire que enfin, vraiment, c'était très inspirant. En fait, j'aurais plein de choses à dire, mais du coup, je ne vais pas le faire. Mais pour dire, voilà, cette perspective contemporaine et le rapport aussi à la hiérarchie, même quand on parle d'institutions, d'honnêteté envers les systèmes, et vous, là, vous en avez vraiment fait preuve pendant toute cette conversation. Moi, c'est quelque chose que je trouve super, d'autant que nous, comme on enregistre, on est aussi en train de créer une archive pour vous, pour nous et pour tout le monde. Non, mais c'est vrai. Du coup, voilà, moi, je trouve ça vraiment, vraiment super. Et donc, finir en annonçant, voilà, notre petite promotion de la dernière séance de cette résidence qui aura lieu donc le 13 juin, où on a vraiment le plaisir de recevoir Griselda Pollock et Johanna Zaperi pour parler de cet ouvrage donc et de sa nouvelle parution en français exactement donc de Maîtresse d'autrefois, femmes, art et idéologie pour le dire en français, donc à l'auditorium Jacqueline Lichtenstein ici à l'INHA le 13 juin de 18h à 20h où vous pourrez rencontrer Griselda Pollock, Giovanna Zaperi, et puis discuter, échanger aussi à propos de tout ça, et bien sûr nos informations pour tout le reste, puisqu'il reste encore une exposition à voir à la bibliothèque de l'INHA en salle Labrousse. Donc, Franny est une des commissaires. Et voilà, est-ce que j'oublie quelque chose ou est-ce que Ouais, c'est ce bon? sera notre dernière séance, quoi. Ouais, ce sera la dernière séance, donc c'est un événement. Je vais venir avec ma mère. Ah oui, Ah oui. eh ben, Voilà. super, ça va faire un vrai réseau de réseaux et On sera tout. très discrète. Voilà. Et oui, et finir peut-être avec une note positive en disant que cette question d'affinité plutôt que de réseau et réinjection comme ça de l'affect, de l'amour d'une certaine manière, moi je trouve ça vraiment une manière de ramener aussi à la réalité des choses et ça me met beaucoup en joie. Voilà. Ouais. Merci à vous toutes et tous d'être venus en tout cas. Et puis bah, on se voit le 13 juin si vous pouvez. Merci beaucoup. Merci. Merci.